D'accord. Voici mon contexte. L'Intercontinental de Shanghai, ça s'appelle Wonderland. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit, il est assez célèbre parce qu'il est étrange d'une certaine manière. Il a été construit sur une carrière de roches abandonnée près de Shanghai et il a été conçu par un Britannique. Il s'appelle Martin Jockman. Le nom du cabinet est Atkins, apparemment un cabinet d'architecture très réputé. Ils ont aussi conçu le Dubaï, vous savez, l'hôtel 7 étoiles. Donc c'est un endroit intéressant. Oui, je ne peux pas me permettre d'y vivre, mais nous y sommes allés pour déjeuner, alors j'ai pris quelques photos. C'était très intéressant. Bref, à Shanghai, on voit clairement plus d'Occidentaux et d'étrangers dans la rue. Donc c'est un point. En tout cas, c'est intéressant, en fait. Eh bien sûr, c'est la ville en Chine où je suis allé, particulièrement, spécifiquement, et j'ai aussi visité certains des environs. Je suis allé à Nankin, que j'ai adoré. J'ai trouvé que Nankin était une ville très détendue et intéressante. Et je ne sais pas si je te l'ai dit, nous sommes allés à la montagne pourpre. Nous avons visité le tombeau du premier empereur Ming et nous sommes aussi allés au mausolée de Sun Yat-sen. Nous étions les seuls occidentaux là-bas. Il y avait beaucoup de Chinois, mais Catherine et moi étions les seuls occidentaux, ce qui m'a d'ailleurs surpris. Et nous avons fait beaucoup de choses liées à Sun Yat-sen. Quand nous étions à Shanghai, nous avons visité la maison, la résidence où vivait sa femme. Car encore une fois, nous avons beaucoup d'estime pour elle. Tu sais, elle était l'une des 3 sœurs, celle qui a choisi de rester en Chine. Donc nous avons visité cela. Et bien sûr, nous avons visité le musée, que je considère comme l'un des plus grands musées d'art au monde. Nous avons donc vu énormément de choses à Shanghai. Nous sommes allés sur le Bund, évidemment. Nous sommes allés de l'autre côté. Nous avons vu tout cela. Et nous sommes allés à Suzhou. Ai-je dit que nous sommes allés à Suzhou? Donc oui. Je veux dire, Shanghai est à peu près le seul endroit en Chine que je connais assez bien. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de jeunes occidentaux là-bas. Je suppose qu'ils enseignent l'anglais, comme ils le font tous. Et je dois dire que je n'ai pas été impressionné par eux. Je les ai trouvés assez bruyants et turbulents, ce qui, à mon avis, n'était pas particulièrement apprécié par les Chinois. Mais bon, c'est comme ça. Bon, d'accord. Commençons donc par les relations entre les États-Unis et la Chine. Xi Jinping a finalement eu un entretien téléphonique avec Trump. Trump attendait cet appel et étrangement, je n'ai pas trouvé de compte-rendu de la Maison-Blanche. J'ai trouvé le compte-rendu du gouvernement chinois, mais il n'y a rien du côté de la Maison-Blanche. Bref, qu'est-ce que tu penses de cet appel? Quelle est ton impression? Les choses deviennent très étranges avec cette administration. Ils ne publient pas de compte-rendu pour de nombreux appels importants et ils n'en ont absolument pas fourni pour l'appel entre Trump et Xi Jinping. Tout ce que nous avons, c'est le post de Trump sur Truth Social, dont je ne sais pas à quel point il est fiable. Mais bon, il y a plusieurs choses à dire. Trump a déclaré que c'était un appel très amical et que les 2 hommes s'entendaient bien. Juste avant l'appel, il avait publié un autre message sur Truth Social, dans lequel il disait que Xi Jinping est extrêmement dur et très difficile avec qui conclure un accord, mais qu'il l'apprécie et l'appréciera toujours. Il a dit qu'il aime Xi Jinping et qu'il l'aimera toujours, mais que c'est un homme extrêmement dur. C'est vrai, c'est un point sur lequel on peut absolument être d'accord. Mais l'appel en lui-même était amical. J'ai lu le compte-rendu chinois et j'ai remarqué que la partie où il décrivait ce que Trump avait dit semblait également indiquer qu'il s'agissait d'un appel amical. Je veux dire, je pense qu'au niveau personnel, la relation entre Trump et Xi Jinping était beaucoup plus facile qu'entre Biden et Xi Jinping, pour le dire gentiment. Donc je pense que cette partie est vraie.
Je pense que sur tous les autres points, la Chine n'a pas cédé un pouce. Xi Jinping n'a pas cédé un pouce. Je pense que ce que Trump essayait de faire, c'était de relancer les négociations de Genève. Et elles ont effectivement repris peu après. Je crois qu'il cherchait à amener Xi Jinping à assouplir les restrictions sur les terres rares, les aimants et tout cela, ce qui est manifestement devenu une question très sérieuse pour la Chine. Et j'ai l'impression que Xi Jinping a accepté cela. Il semble bien que cet accord ait été conclu, ce dont nous parlerons bientôt, à Londres. Mais il y avait un passage en particulier que j'ai trouvé très intéressant dans le compte-rendu chinois. Peut-être que j'interprète trop, mais il disait que la Chine souhaite traiter avec les États-Unis tout en restant fidèle à ses principes. Et puis, Xi Jinping. Eh bien, le compte-rendu indique que Xi Jinping a essentiellement exposé ce que la Chine attendait. Et je pense qu'il y a plusieurs éléments que j'en retiens. Premièrement, que la Chine ne se laissera pas dicter sa conduite par les États-Unis, que ce soit dans la relation bilatérale ou dans le commerce bilatéral. Deuxièmement, et je pense que c'est un point très important dont personne ne parle, à peu près au même moment que cet appel, juste avant cet entretien téléphonique, Lindsey Graham évoquait l'imposition de sanctions secondaires contre la Russie, ce qui signifierait des droits de douane de 500% sur tout pays achetant des produits énergétiques russes. Or, pendant qu'il était à Kiev, il a accordé ce que j'ai trouvé être une interview extrêmement mal avisée, dans laquelle il a clairement indiqué, à mon sens, qu'il ne s'agissait pas vraiment de sanctions contre la Russie, mais bien de tarifs douaniers contre la Chine. C'est en fait une tentative de dire « nous voulons imposer ces tarifs massifs à la Chine et nous allons utiliser comme prétexte le fait que les Chinois importent des produits énergétiques de Russie. » Donc, si une goutte de pétrole, ou ce que les Américains appellent une goutte de pétrole, en provenance de Russie, se retrouve d'une manière ou d'une autre en Chine, vous savez, 500% de droits de douane. Et j'ai eu le sentiment que dans le langage diplomatique chinois, soigneusement choisi, Xi Jinping a dit à Donald Trump « n'y songez même pas ». Et juste après, encore une fois, personne n'a vu ça. Nous avons fait une émission à ce sujet sur The Duran d'ailleurs. Oui, j'ai vu ça. Juste après l'appel, que commence-t-il à se passer? La Maison-Blanche commence à appeler Lindsey Graham en disant « il faut assouplir ces sanctions. On ne peut absolument pas avoir des sanctions comme celle-ci. Ça enfermerait, entraverait le président. Changeons la formulation. » Et tout ça. Et puis, nous avons commencé à recevoir des rapports du Wall Street Journal indiquant que le soutien au paquet de sanctions, qui n'est pas vraiment un paquet de sanctions, s'effritait au Congrès et qu'on parlait de le présenter au Sénat cette semaine. Eh bien, cela n'a pas eu lieu. Il me semble donc que c'est un exemple classique de la Chine faisant ce que j'ai toujours dit, appeler le bluff de quelqu'un. Rappelez-vous ce que je dis toujours en diplomatie. La première loi de la guerre, c'est de ne pas marcher sur Moscou. La première loi de la diplomatie, c'est de ne pas bluffer Pékin, car votre bluff sera toujours démasqué. Donc, vous savez, peut-être que je lis plus dans le compte-rendu qu'il n'y en a réellement, mais c'est l'impression que m'ont donné certains des termes employés. Et je serais très surpris, pour être honnête, si Xi Jinping n'avait pas dit quelque chose à propos du projet de loi sur les sanctions de Lindsey Graham, étant donné qu'il visait manifestement la Chine. Ce n'est même pas vraiment une question de Russie ou d'Ukraine, si l'on suit réellement l'entretien qu'il a donné. Oui, j'aurai une question à propos de ce projet de loi plus tard. Mais je veux dire ceci.
En général, j'ai l'impression que Trump a toujours mis beaucoup d'accent sur son approche personnelle, son charme personnel ou ses capacités, quelque chose comme ça, alors que la Chine, la façon dont la Chine procède, c'est de laisser les deux délégations mener leurs négociations, n'est-ce pas? Et ensuite, les dirigeants signent ce qui doit être signé. Mais Trump, lui, croit beaucoup plus en l'idée que moi, Donald Trump, j'arrive et le problème est résolu. Penses-tu qu'il a toujours cette mentalité? Oui, il l'a. Oui, c'est le cas. Et c'est une énorme erreur. C'est complètement faux. Cela vient du monde de l'immobilier commercial, qui est celui qu'il connaît. Vous savez, il fait l'affaire en personne. Il se présente, il assiste à la réunion, il domine l'autre personne par la force de sa personnalité, il use de son charme, il fait tout cela. Et bien sûr, comme je l'ai dit de nombreuses fois, ce genre de négociation fonctionne, sans aucun doute, dans ce monde de l'immobilier commercial. Mais cela ne fonctionne pas au niveau des négociations entre superpuissances comme les États-Unis et la Chine. La Chine ne fonctionne tout simplement pas de cette manière. C'est absurde de le penser. Aucune grande nation ne va se laisser charmer par un seul homme au point de faire des concessions contraires à ses propres intérêts. Ce n'est pas quelque chose que Trump semble comprendre. Il s'imagine toujours qu'il peut réussir de cette façon. Mais ça marche pas comme ça. Et d'ailleurs, je ne pense pas que tu aies mal interprété. Je suis sûre que ce que fait Lindsey Graham, la Chine y prête une grande attention. Oui, on va en parler maintenant. À propos de ces 2 jours de négociations à Londres, je crois qu'elles sont terminées maintenant, non? C'est fini. Mais je n'ai vu aucun compte-rendu officiel détaillé à ce sujet, donc il y a beaucoup de spéculations. Mais en général, peut-on dire que cela revient essentiellement à la situation d'avant le 2 avril? Au lieu de cette pause de 90 jours, il semble maintenant qu'ils aient trouvé un accord, qui ramène à avant le 2 avril, n'est-ce pas? Oui, c'est un accord indéfini pour le moment. C'est mon impression. Ce n'est toujours pas, malgré ce que les Américains essaient de dire, ce n'est toujours pas l'accord final. Il y a encore des droits de douane du côté chinois, des droits de douane du côté américain. Donc ceux dont Trump a parlé, les droits de douane réciproques que la Chine a instaurés, il y a eu un certain assouplissement, même un assouplissement assez important, du côté américain. Je veux dire, les Américains autorisent toutes sortes de produits chinois à entrer aux États-Unis, parce que Walmart a dit à Trump il y a quelque temps, il faut que ça se fasse. Et les Américains ont clairement fait certaines concessions afin d'amener les Chinois à accepter de commencer à fournir certaines terres rares et certains types d'aimants. La raison pour laquelle nous n'avons pas tous les détails, c'est parce que les Américains ne veulent pas que nous voyions quelles concessions ils ont faites. C'est la seule raison. La Chine n'a aucune raison de garder les choses secrètes de cette manière. Ce n'est pas la façon de faire de la Chine. Donc, vous pouvez être certain que ce sont les Américains qui ont demandé à garder cela secret, parce qu'ils ne veulent pas que les gens voient qu'en réalité, ils ont fait beaucoup plus de concessions qu'ils ne veulent bien l'admettre. Voilà les Américains. Les Américains sont tout à fait, contrairement à ce que l'on dit, la Chine n'est pas obsédée par la question de la face. L'Amérique accorde une grande importance à l'image. Mais en théorie et logiquement, il devrait y avoir à l'avenir une négociation beaucoup plus détaillée entre les États-Unis et la Chine pour clarifier leurs relations commerciales. Mon impression personnelle, et encore une fois, il se peut que j'ai une vision trop occidentale des choses, et j'ignore quelle est la conversation interne en Chine, est que les Chinois ont progressivement compris, ou du moins ont pris la décision que c'est un exercice voué à l'échec, qu'essayer de négocier un accord commercial à long terme, un véritable traité commercial à long terme avec les États-Unis, ne fonctionnera jamais.
Les Américains feront des promesses. Ils diront une chose un jour, feront autre chose le lendemain. La Chine sera constamment manipulée, car les Américains considèrent ces négociations comme un enjeu de politique intérieure. Ce que font maintenant les Chinois, c'est mettre en place cet arrangement, cet accord conclu à Londres, qui est indéfini, et dans lequel la Chine peut évoluer. Je veux dire, ils peuvent s'en accommoder. Et en attendant, ils vont faire tout ce qu'il faut à l'intérieur même de la Chine, avec les partenaires commerciaux de la Chine, avec l'ASEAN, avec les BRICS. Ils vont développer leur industrie aéronautique civile, qui progresse désormais à pas de géant. Ils vont faire toutes ces choses et ils vont arrêter de se préoccuper autant des États-Unis. Donc, en gros, pour la Chine aujourd'hui, c'est un arrangement transitoire pour que la Chine commence à réduire son propre commerce, sa propre importance dans la relation économique avec les États-Unis. Puis-je simplement vous dire où je pense, vous donner une idée de la façon dont je pense que le changement s'est produit. J'ai mentionné avant que nous commencions cette émission que j'avais visité Shanghai en 2017. L'une des raisons pour lesquelles je m'y suis rendu, c'est que un de mes meilleurs amis, un ami de longue date, qui est russe, dirigeait à l'époque la succursale de la VTB, une banque russe, à Shanghai. Et je suis allé là-bas et il a dit que c'était très, très intéressant. Lorsque le consulat russe organise des soirées, ce sont des intellectuels, des diplomates et des membres de l'armée chinoise qui y assistent. Quand les Américains organisent des soirées, ce sont des gens d'affaires. La Russie n'a jamais réussi à faire en sorte que les hommes d'affaires chinois prennent la Russie au sérieux, alors qu'ils se concentrent tous sur les États-Unis. Je ne pense plus que ce soit le cas. Je pense que cela a changé. Je pense que les gens en Chine réalisent maintenant que c'est une nouvelle période dans l'histoire de la Chine. La Chine dispose de toutes les ressources et de tous les moyens pour aller de l'avant. Oui. Maintenant, tu mentionnes que Trump a annoncé différentes choses sur son réseau Truth Social, n'est-ce pas? Donc, l'une des choses qu'il a affirmées sur Truth Social, c'est que cette négociation est terminée et que c'est un grand succès, bien sûr. Les États-Unis imposent 55% sur les produits chinois et la Chine impose 10%. Eh bien, quand on regarde dans le détail, les 55% incluent en fait les droits de douane déjà existants. Tu sais, rappelle-toi qu'il avait mis en place des droits de douane lors de son précédent mandat. Et puis, il y a une chose, je crois que c'est l'un des médicaments, le fentanyl, sur lequel il voulait mettre un droit de douane de 25% ou quelque chose comme ça. Donc, pour tout le reste, c'est 10%, donc c'est à peu près 10% des deux côtés. Et pour le reste, il a ajouté un peu plus pour que ça ressemble à 55%. Mais c'est pas tout à fait vrai. C'est partout dans les médias britanniques d'ailleurs. Gardez à l'esprit qu'ils n'aiment pas Donald Trump. Donc, c'est un cas où ils ont vérifié ses propos correctement. C'est partout. Et je crois même que le Financial Times a souligné exactement ce point. J'aimerais vraiment que Trump arrête de faire ça, en fait. Bien sûr, il n'est pas le seul Américain à le faire. Mais cette tendance constante à exagérer les accords conclus avec l'autre partie, les Américains oublient toujours qu'il y a une autre partie. Les gens en Chine lisent ces choses. Ils savent que ce n'est pas vrai. Mais je veux dire, cela doit encore plus miner la croyance en Chine qu'un accord à long terme avec les États-Unis soit possible. Quand le président des États-Unis ment ouvertement sur l'accord déjà conclu, pourquoi le prendre au sérieux pour de futures négociations? Un point que les médias chinois ont souligné, c'est que cette négociation offre à Trump un atout qu'il pourra utiliser lors de discussions avec d'autres nations.
Avec les autres pays, la situation n'est pas aussi urgente, n'est-ce pas? Avec la Chine, il semble que la question des terres rares soit vraiment pressante. C'est très difficile pour les États-Unis. Et maintenant, du moins pour l'instant, d'après ce que je comprends, les terres rares à usage militaire restent sous contrôle strict. Pour la partie civile, comme l'automobile par exemple, la production reprend progressivement, pas immédiatement, mais elle va reprendre peu à peu. C'est donc cette crise qui a poussé Trump à faire certaines concessions à la Chine. Mais les autres pays n'ont pas ce genre de levier contre les États-Unis, donc les États-Unis ont désormais le temps et l'énergie de travailler avec d'autres nations. En ce sens, il est bon pour Trump d'avoir un accord quel qu'il soit, que la Chine gagne ou perde, ou que les États-Unis gagnent ou perdent. Il est bon d'avoir un accord avec la Chine, n'est-ce pas? Il est absolument essentiel pour les États-Unis d'avoir un accord avec la Chine. C'est tout bénéfice pour eux. Ils n'ont pas le choix. S'ils n'avaient pas d'accord, si les restrictions sur les aimants et les terres rares continuaient, alors toutes les chaînes d'approvisionnement commenceraient à s'enrayer. Il y avait un grand article de une dans le Financial Times à ce sujet. L'ensemble de l'industrie automobile américaine, qui est absolument cruciale pour l'économie des États-Unis, l'économie industrielle, ce qu'il en reste, s'arrêterait complètement. Donc absolument, je ne dirais pas que c'était bon pour lui, je dirais que c'était essentiel pour lui. Imaginez ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu un accord comme celui-ci. C'est pour cela qu'il appelle le PCC. Ce n'est pas le PCC qui voulait l'appeler, c'est Donald Trump qui voulait appeler le PCC. Et tu as tout à fait raison. Les terres rares militaires et tout ça, elles sont toujours restreintes. Et il n'y a en fait aucun plan aux États-Unis sur la façon de gérer cela. Il y a quelques jours d'ailleurs, les Russes ont annoncé un plan pour développer leur propre industrie des terres rares, ce qui fait vraiment partie de leur conception de la souveraineté. Je l'ai examiné. C'est un programme sur 15 ans. C'est un programme très détaillé sur ce qu'ils vont faire pendant ces 15 années. Voyez-vous quelque chose de similaire venant des États-Unis? Non. Voilà donc la situation. Et de toute façon, ils n'ont pas 15 ans car ils doivent commercer avec la Chine jusqu'à ce que ce point soit atteint. Donc oui, il avait absolument totalement besoin de cet accord. Et pour revenir à ce que vous venez de dire sur le fait que cela lui facilite la tâche, pour conclure des accords avec d'autres pays, c'est vrai. Mais réfléchissez encore à ce que cela signifie. C'est exactement l'inverse de ce qu'il disait en mars et en avril. À cette époque, il disait, eh bien, vous savez, nous allons imposer toutes ces énormes restrictions à la Chine, puis nous allons conclure tous ces accords avec tous ces autres pays, et nous allons ainsi isoler la Chine. Maintenant, ils doivent en fait conclure un accord avec la Chine pour éviter de se retrouver eux-mêmes isolés. Car personne ne veut conclure d'accord avec eux, ou il n'y a pas d'urgence à le faire tant que l'accord avec la Chine n'est pas réglé. Cela montre où se trouve réellement l'équilibre du pouvoir économique et où se trouve la véritable détermination. Donc, oui, c'est absolument vrai. Mais c'est un revirement total pour les États-Unis. Au lieu de conclure des accords avec d'autres pays afin de faire pression sur la Chine, ils sont obligés de conclure un accord avec la Chine pour pouvoir trouver le temps et l'espace nécessaires pour conclure des accords avec les autres pays. Cela montre à quel point la prise de décision aux États-Unis est devenue chaotique. Cela montre aussi autre chose, que la seule chose que les États-Unis parviennent encore à faire, c'est de maintenir un contrôle strict de l'information. Parce que si tout cela était discuté ouvertement aux États-Unis, comme nous le faisons maintenant, eh bien, on peut imaginer ce que diraient les Américains. Maintenant, parlons de ce projet de loi de Lindsey Graham. Il l'a co-parrainé avec Richard Blumenthal, je crois. Il s'appelle le Russian Sanctions Act 2025.
Eh bien, nous venons justement de parler de la difficulté pour Trump de gérer la Chine. Il ne voit pas cela. Ils veulent quand même donner à Trump un moyen supplémentaire, je suppose, de sanctionner la Chine. Quelle est la logique derrière ce projet de loi, Lindsey Graham? Quel est l'enjeu ici? Lindsey Graham, what's the deal? Well, I come back to what I've said many times that. Eh bien, je reviens à ce que j'ai dit à de nombreuses reprises, qu'en fin de compte, aux États-Unis, tout finit toujours par revenir à la Chine. Je veux dire, les Américains sont obsédés par la Chine, à un point que je le crains, même aujourd'hui les Chinois ne comprennent pas entièrement. Je veux dire, tout le monde entier, leur façon de voir le monde, tourne autour de la Chine. Donc c'est un exemple typique de la politique américaine. On rassemble du soutien pour un projet de loi. On dit à tout le monde que cela concerne la Russie. Mais en réalité, au bout du compte, il s'agit de la Chine. Maintenant, je pense qu'au fond, il s'agissait surtout de politique, parce que je pense que même Lindsey Graham est assez intelligent, ou peut-être pas. Mais je pense qu'il est suffisamment intelligent pour comprendre qu'au final, il n'y avait aucune chance que cela fonctionne. Je veux dire, les États-Unis ont failli détruire leur propre économie lorsqu'ils ont imposé des droits de douane de 145% contre la Chine. Si on passait à des droits de douane de 500% contre la Chine, avec une législation rendant leur assouplissement extrêmement difficile, on assisterait à un effondrement économique total aux États-Unis. À mon avis, ce que cela montre, c'est que Lindsey Graham menace à nouveau Trump, en gros. Il représente le complexe militaro-industriel, les durs du système politique, les faucons de la politique étrangère, ceux qui veulent absolument riposter contre la Chine et défendre Taïwan. Lindsey Graham est très ferme sur la question de Taïwan. Ce sont des personnes qui ne veulent absolument aucune concession envers la Russie. Donc ce que Lindsey Graham dit à Trump, c'est en aucun cas ne faites la moindre concession à la Chine sur les droits de douane. Ne faites aucune concession à la Russie sur la question de l'Ukraine. Ne faites aucune concession à la Chine sur la question de Taïwan. N'avancez en aucun cas vers une véritable entente avec ces deux pays. Parce que si vous le faites, nous avons 81 sénateurs au Sénat. Ce n'est pas seulement suffisant pour passer outre votre veto sur les lois, c'est potentiellement suffisant pour vous destituer. Je pense que c'est de cela qu'il s'agissait. Et aussi un peu de Lindsey Graham lui-même, cherchant à se mettre en avant et à rester sous les projecteurs et dans l'actualité. C'était une manœuvre politique sordide, et je pense que le temps de cette manœuvre est révolu. Mais notez encore qu'il a fallu que Xi Jinping pour y mettre fin. Je veux dire, Trump lui-même n'est pas immédiatement sorti pour dire à Lindsey Graham « Ce projet de loi est absurde ». Il n'a pas convoqué les sénateurs pour leur dire « Bon sang, qu'est-ce que vous faites là? C'est de la folie ». Il a fallu que Xi Jinping explique tout cela, du moins c'est ce que je crois, à Donald Trump, pour que Donald Trump trouve enfin la volonté d'appeler, ou plutôt d'envoyer ses collaborateurs parler à Lindsey Graham et lui dire que cela ne fonctionnerait pas. Voici ce qu'a dit Rand Paul. Il a qualifié ce projet de loi de littéralement le plus mal conçu qu'il ait jamais vu à Washington. Il a affirmé que cela constituerait un embargo mondial sur 36 pays. Donc, au milieu de cette question sino-américaine, d'autres pays sont également concernés parce que le projet de loi porte sur des sanctions secondaires. Ce n'est donc pas seulement la Chine qui achète des choses à la Russie, mais aussi apparemment 36 autres pays. Mais malgré cela, comme vous l'avez dit, il y a 81 co-signataires pour ce projet de loi. Pensez-vous qu'ils vont l'édulcorer? Je ne pense pas qu'ils vont l'abandonner vu qu'ils ont autant de co-signataires. Oui, c'est le cas. Voici ce qu'ils vont faire. Ils vont l'édulcorer.
Donc, au lieu de doit, ce sera peut. Au lieu de fera, ce sera peut faire. Et tout ce genre de choses, ce qui renverra alors la balle à Trump. Et cela ne change absolument rien sur le fond, juridiquement parlant, car comme nous l'avons vu, si Donald Trump veut imposer des droits de douane de 500% à la Chine et dire qu'il s'agit de sanctions secondaires contre la Russie, en théorie, il peut le faire de toute façon sans avoir besoin que cette loi soit adoptée. Je veux dire, les États-Unis ont adopté sanction sur sanction de cette manière exacte par le biais de décrets présidentiels. Ils ont également ignoré le Congrès pour imposer des droits de douane. L'affaire est maintenant portée jusqu'à la Cour suprême des États-Unis, mais la plupart des gens pensent que la Cour suprême des États-Unis va soutenir Trump sur ce point. Donc, cela ne changerait rien, mais bien sûr que si. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec vous. Je pense que ce projet de loi sera adopté. Je pense qu'il sera édulcoré. Je ne pense pas qu'il sera complètement abandonné. Et j'ai bien peur que cela ne pose une bombe sous tout le système commercial et de politique étrangère, car les Russes continueront en Ukraine. Le récit selon lequel la Chine aide la Russie continuera de faire du bruit tout du long, et tous les partisans de la ligne dure diront « Regardez, nous avons fait passer ce projet de loi au Congrès. Donald Trump a tous les pouvoirs nécessaires pour remettre la Russie et la Chine dans le rang. Pourquoi ne les utilise-t-il pas? Est-il faible? Est-il incapable d'agir de manière décisive ou ferme? Cela permettra à tous les habituels personnages détestables de se comporter comme ils le font toujours. Et j'ai bien peur que ce soit ce que Lindsey Graham a fait. Et Donald Trump est responsable de cela. Un président fort aurait dit tout de suite « Je n'aime pas ce projet de loi. Ce texte est mauvais à plusieurs égards. Il est probablement inconstitutionnel parce qu'il me lie les mains. Je ne le soutiens certainement pas. Et s'il arrive jusqu'à moi, j'y opposerai mon veto, même si 81 sénateurs sont assez stupides pour l'appuyer. Tant pis pour eux. Je suis convaincu que les républicains à la Chambre ne le soutiendront pas. Et s'il avait dit cela, toute l'affaire se serait effondrée comme un château de cartes. Maintenant, comme je l'ai dit, il va se retrouver avec ce projet de loi et ce sera une bombe, comme je l'ai dit, placée sous tout le système de politique étrangère. Et tôt ou tard, elle pourrait très facilement exploser. Oui, on verra. On verra à quoi ressemblera le texte final de la loi et comment cela se terminera finalement. Oui, d'accord. Les émeutes à Los Angeles. Au début, je n'y ai pas vraiment prêté attention parce que ce genre d'émeutes arrive, vous savez, des manifestations, mais il semble que cela prenne de plus en plus d'ampleur par rapport à ce que je pensais au départ. Maintenant, en Chine, chaque fois qu'il y a une manifestation ou des émeutes comme celle-ci, les gens citent toujours Nancy Pelosi. Quand quelque chose s'est passé il y a des années à Hong Kong, Nancy Pelosi avait dit « C'est un spectacle magnifique à contempler ». Donc maintenant, c'est à nouveau un spectacle magnifique à contempler aux États-Unis. J'ai vu certaines personnes sur les réseaux sociaux faire des analyses, pas les médias traditionnels, disant qu'il pourrait en fait y avoir une implication du FBI pour amplifier le mouvement, le rendre plus incontrôlable, afin que Trump puisse affirmer davantage son autorité, et vous voyez ce genre de choses. Alors, quel est ton avis sur tout ça? D'accord. Je veux dire, la première chose à dire, et je dois le dire, je ne suis pas d'accord avec le peuple chinois à ce sujet. Je ne pense pas que ces choses soient un beau spectacle à contempler. Je ne pensais pas qu'elles étaient un beau spectacle à contempler à Hong Kong. Je pensais que c'était un spectacle hideux et horrible à Hong Kong. Et je pense que c'est un spectacle hideux et horrible à Los Angeles. Je veux dire, je pense que ce sont des choses terribles et nous devrions le dire. Je le dis en tout cas. Vous savez, l'émeute est laide. Et quand cela se produit pour une soi-disant cause politique démocratique, c'est encore plus laide, franchement. Et je ne sais pas qui est derrière ces émeutes, que ce soit le FBI ou Donald Trump et ses agences.
I think that's slightly unlikely, by the way. Je pense que c'est assez improbable d'ailleurs, que ce soit les opposants de Donald Trump ou certains des cartels. Vous savez, les trafiquants de drogue qui gèrent le trafic et qui ont des raisons particulières de maintenir les choses en l'état. Mais il y a une organisation derrière tout ça. Je veux dire, il est évident que quelqu'un tire les ficelles. Encore une fois, je ne suis pas étranger aux émeutes. Comme vous le savez probablement, j'ai travaillé pendant 12 ans à la Royal Courts of Justice et j'ai dû gérer toutes sortes de situations impliquant des émeutes et tout ce qui s'y rapporte. Je peux toujours dire si une émeute est spontanée ou non. Les émeutes spontanées, en fait, n'arrivent pratiquement jamais, si je puis me permettre. Il y a presque toujours quelqu'un derrière eux pour les organiser. En Grande-Bretagne, quand cela se produit, il s'agit généralement d'activités criminelles. Des criminels qui essayent de distraire la police et de l'empêcher d'enquêter sur des affaires qui les concernent de près. Mais ici, c'est à une toute autre échelle. Il est évident que quelqu'un organise ces événements. Il est clair que quelqu'un poursuit un agenda derrière tout cela. C'était d'ailleurs tout à fait le cas lors des émeutes à Hong Kong. Et nous savons exactement qui était derrière ces émeutes, il faut le dire. Et quand Nancy Pelosi disait que c'était de belles choses, eh bien, c'était de belles choses parce qu'elle participait à leur organisation, pour le dire franchement. Mais je ne sais pas exactement qui organise ces événements, mais ils portent tous les signes, non seulement d'une organisation, mais d'une organisation à très grande échelle. Les émeutes au Xinjiang sont aussi organisées lorsqu'elles ont lieu. Il y a toujours des personnes qui organisent ces choses. L'idée d'émeutes spontanées est un mythe complet. Cela n'a aucune réalité. Si l'on regarde à travers l'histoire, il n'y a jamais eu d'émeutes spontanées. Il y a toujours quelqu'un derrière pour les organiser. Et cela implique toujours une organisation. Et comme à Hong Kong, il est très difficile de savoir, dans le cas où il y aurait des émeutes au Xinjiang, qui est impliqué. Eh bien, la raison est que les gens détestent vraiment Nancy Pelosi parce qu'elle a dit que c'était un spectacle magnifique à voir. Oui, je sais pourquoi les gens disent ça en Chine. Je comprends parfaitement, ils cherchent un coupable. Mais cela dit, je veux dire, tu sais, je pense que de mon côté, je veux dire ceci. J'ai détesté ce qui s'est passé à Hong Kong. J'ai vraiment pris des risques en le disant à l'époque d'ailleurs. J'ai perdu des amis, rien que pour avoir dit ça. Je ne vais pas perdre d'amis à cause des émeutes à Los Angeles, parce que les gens qui auraient pu être agacés par moi ne sont plus mes amis depuis longtemps. Mais ce sont des choses horribles, peu importe qui en est responsable. Oui. Et la raison pour laquelle certaines personnes spéculent, je veux dire, vous savez, les gens sur les réseaux sociaux en qui j'ai normalement confiance, comme Jimmy Dore et Kim Iversen, c'est qu'ils ont évoqué une possible implication du FBI. Souvenez-vous du 6 janvier, n'est-ce pas? Le 6 janvier, je pense que tout a commencé avec les partisans de MAGA qui manifestaient de façon spontanée, mais ils étaient pacifiques. Et ensuite, ça a dégénéré, vous voyez? C'est devenu plus physique. C'est parce qu'ils ont été provoqués. Il y avait des gens à l'intérieur, il y avait des agents du FBI mêlés à la foule, et alors, ça devient plus agressif. Donc certains disent que c'est peut-être aussi ce qui se passe ici. Cette fois-ci, bien sûr, la situation s'est inversée. Ils pensent que ce n'est peut-être pas forcément Trump lui-même, mais des personnes de son entourage qui estiment que c'est une bonne occasion pour lui d'affirmer davantage son autorité. Et en particulier, il n'aime pas la Californie, n'est-ce pas? Donc, c'est une opportunité pour lui de contrôler la Californie et de leur donner une leçon. Vous voyez ce genre de choses, afin qu'il puisse gagner plus de pouvoir pour lui-même. Par exemple, dans son projet de loi grande et magnifique,
Il voulait un budget plus important pour l'ICE, afin de rassembler les immigrés en situation irrégulière. Il voulait donc un budget plus élevé. Et c'est l'un des points sur lesquels son grand et magnifique projet de loi a rencontré des problèmes. C'en est un. L'autre chose, c'est que dans ce grand et magnifique projet de loi, il voulait aussi empêcher les autorités locales et étatiques d'interdire aux entités privées de collecter des données sur les citoyens. C'est donc particulièrement pertinent pour des entreprises comme Palantir, n'est-ce pas? Il a des amis qui bénéficieraient si ce grand et magnifique projet de loi était adopté. Et puis, il y a des gens qui n'aiment pas certains aspects de ce texte. C'est donc une bonne occasion pour lui de montrer au monde. Vous voyez, ces gens sont hors de contrôle, et le gouverneur de Californie et bien sûr le maire de Los Angeles, ils sont incompétents. Il vaudrait donc mieux que le gouvernement fédéral intervienne, dispose d'un budget plus important et ait plus de pouvoir pour maîtriser ces situations. Voilà la spéculation qui circule à ce sujet. Je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans. C'est tout à fait possible. Ce qui me fait un peu hésiter, c'est que tu exposes très bien comment tout ça pourrait se passer. Et puis je voudrais aussi dire que, selon moi, le grand bénéficiaire politique de ces émeutes sera Donald Trump, précisément pour la raison que tu as évoquée. Des gens comme nous sommes, et tous les autres, se retrouvent dans une position très difficile parce qu'il y a des émeutes et de la violence, et ils semblent les défendre, et ils les défendent dans une ville américaine. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens en Californie qui sont d'accord avec eux, mais je ne pense pas que la majorité des Américains, pourquoi les États-Unis agissent-ils ainsi? Donc, je pense qu'ils se tournent maintenant vers Trump comme la figure d'autorité qui va imposer le contrôle et tout cela. Maintenant, la raison pour laquelle j'hésite un peu à approuver cela tient à deux choses. Tout d'abord, il y a l'argument intelligent, intellectuel, contre cette idée qui, je le soupçonne, a peu de pertinence, à savoir que aucun gouvernement ne devrait jamais encourager des émeutes contre lui-même. Parce qu'après tout, les émeutes en Californie sont toujours dirigées contre le gouvernement. Et je pense que l'idée de provoquer des émeutes est typique des gouvernements stupides. C'est la première chose à dire. Maintenant, je ne pousse pas trop loin cet argument, parce qu'en Amérique, ils tiennent tellement la stabilité interne pour acquise qu'ils sont prêts à faire des choses stupides pour servir leurs intérêts domestiques. Voilà ce que ça vaut. Je pense que c'est un point qu'il faut souligner. Le deuxième point, c'est que je pense que Trump est un individu tellement chaotique. Il est lui-même tellement désorganisé qu'attendre de lui et de son entourage immédiat qu'ils élaborent un plan aussi sophistiqué que celui-ci et qu'ils puissent l'exécuter sans, vous savez, fuite ou gens qui s'en vont, je veux dire, c'est vraiment en demander beaucoup. Mais vous savez ça, c'est Trump lui-même et son entourage immédiat. Certaines personnes un peu plus éloignées de Trump, et je ne veux pas citer de nom. Bon, je vais en citer un. Par exemple, Peter Thiel. Je pense qu'il est tout à fait capable d'imaginer quelque chose comme ça. Je ne dis pas qu'il l'a fait, d'ailleurs, et je veux que ce soit absolument clair. En fait, il ne l'a probablement pas fait. Mais vous savez, il y a d'autres personnes qui pourraient être impliquées avec Trump d'une manière ou d'une autre, et qui pourraient peut-être imaginer quelque chose de ce genre. Mais Trump lui-même, comme je l'ai dit, me semble tout simplement trop désorganisé et confus, chaotique, pour élaborer quelque chose comme ça. Je veux dire, gardez à l'esprit que c'est un homme qui apparemment ne lit pas ses notes de renseignement. Donc pensez qu'il est capable de planifier. Je veux dire, Lyndon Johnson aurait pu le faire. Richard Nixon aurait pu le faire. Peut-être même Bill Clinton. Mais Donald Trump, j'y mets un gros point d'interrogation. Oui.
Mais c'est Churchill qui a dit célèbrement « Il ne faut jamais gaspiller une bonne crise », n'est-ce pas? Oh no, absolutely. Yeah. Oh non, Well, absolument. I Oui. think that is where Eh bien, je pense que c'est exactement ce qu'il fait. Je pense qu'il considère cela comme une bonne crise de son point de vue. C'est de l'or en barre. Je veux dire, cela lui offre d'énormes opportunités de s'affirmer en Californie, de déployer des troupes dans les rues des États-Unis, de se présenter comme le symbole de l'autorité et de l'ordre. Et cela va fonctionner pour lui. authority and of law and order, and it will work for him. Oui, d'accord. Parlons du Moyen-Orient. Mike Huckabee, qui est l'ambassadeur des États-Unis en Israël, a maintenant déclaré que les États-Unis ne poursuivent plus l'objectif d'un État palestinien indépendant, ce qui revient à abandonner officiellement le pilier de la politique américaine au Moyen-Orient, n'est-ce pas? Je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de discussions à ce sujet. Il a même dit que tout futur État palestinien devrait être créé à partir d'un pays musulman. En gros, la solution à deux États que les États-Unis ont officiellement soutenue toutes ces années touche à sa fin, n'est-ce pas? It is coming to an end. It is dead. My own personal view. Cela touche à sa fin. C'est terminé. À titre personnel, je pense que c'est mort depuis des années, car Israël y est farouchement opposé. Et les États-Unis, en réalité, ne l'ont jamais soutenu. Je veux dire, ils ont fait semblant de le soutenir. Donc, d'une certaine manière, cela a apporté de la clarté. Et je dois aussi dire ceci. Ce que fait l'administration, même s'ils ne l'ont peut-être pas compris, c'est qu'ils ont signé l'arrêt de mort d'Israël, car cette situation est intenable. Tôt ou tard, quelque chose va se produire. Soit Israël va commencer à expulser toute la population et commettre non seulement le genre de génocide lent qu'il pratique actuellement, mais un véritable génocide, auquel cas cela détruira Israël. Je veux dire, il deviendra un pays totalement inacceptable pour la majeure partie du monde, et cela pourrait probablement dégénérer en une crise plus grave. And that could probably escalate into a bigger crisis. Or, more likely, it will evolve. Ou plus probablement, cela évoluera vers un état d'apartheid. Plus tard, les gens commenceront à parler plus franchement du fait qu'il s'agit d'un état d'apartheid. Nous verrons revenir, encore une fois, la résolution que l'Assemblée générale avait adoptée dans les années 1970, puis annulée dans les années 1990. Affirmant que le sionisme était une forme de racisme, soutenue d'ailleurs par la Chine. Elle reviendra. Et tôt ou tard, les pressions, comme ce fut le cas pour l'Afrique du Sud, deviendront telles qu'il faudra accorder des droits égaux aux Palestiniens, auquel cas Israël cessera d'être un État juif. C'était donc la voie de sortie d'Israël. La solution à deux États était une échappatoire pour préserver un État juif sur le territoire de la Palestine. Les Américains viennent tout juste de fermer la porte à cette option. The Americans have just shut the door on it. Maintenant, la situation entre l'Ukraine et la Russie. Quand on parle des appels téléphoniques entre Trump et Xi Jinping, ça me rappelle l'appel qu'il a eu avec Poutine, non? C'était aussi un appel amical, mais Poutine n'a pas beaucoup cédé, n'est-ce pas? N'est-ce pas le cas? Donc, il ne se passe pas grand-chose de ce côté-là. Et la Russie continue d'avancer. La dernière information que nous avons, c'est que l'Ukraine a refusé de récupérer les corps de 6000 soldats ukrainiens. Pourquoi? Est-ce simplement parce qu'ils ne veulent pas payer? Ou pourquoi refusent-ils de le faire? Yeah, first of all, was it even a friendly call? Oui, tout d'abord, était-ce vraiment un appel amical? Cela vous donne une idée de la folie de la situation. Parce qu'une semaine auparavant, Trump n'avait-il pas dit que Poutine était devenu fou, qu'il tuait des gens partout? Et puis, quelques jours plus tard, il rapporte « Oh, j'ai eu un appel vraiment amical avec ce fou ». Je veux dire, ça change d'un jour à l'autre et ça n'a presque plus aucun sens. Toute personne qui prend au sérieux ce que dit Trump et pense pouvoir comprendre la politique étrangère américaine à partir de ses propos se berce d'illusions. Bref, je ne suis pas sûr que c'était un appel si amical. Voilà ce qui s'est passé. Anyway, I'm not sure it was such a friendly call. Now, what had happened was this.
um, there was this Ukrainian drone Il y a eu cette attaque de drones ukrainiens sur les bases aériennes russes. Contrairement à ce que certains affirment, je n'ai absolument aucun doute que les Américains étaient impliqués jusqu'au cou, et les Britanniques encore plus. Je veux dire, ils étaient tous impliqués jusqu'au cou. Et ils n'ont pas compris que ce qu'ils ont fait constituait une violation massive du traité START, le traité de réduction des armes stratégiques, qui est le seul grand traité qui subsiste entre la Russie et les États-Unis concernant les armes stratégiques. Les Américains sont désespérés de convaincre les Russes d'accepter de prolonger le traité START à la fin de l'année et d'entamer des négociations sur la limitation des armes stratégiques. Et la raison pour laquelle ils veulent cela, c'est parce que non seulement la Russie dispose d'une force nucléaire plus importante que les États-Unis, mais les Américains sont également très préoccupés par le fait de s'être engagés dans une course aux armements avec la Chine. Ils veulent donc amener les Russes à accepter de limiter leurs armements. Puis ils souhaitent que les Russes persuadent les Chinois de se joindre aux Russes et aux Américains pour accepter une limitation des armements, ce que certains Russes refusent désormais de faire. Mais c'est une autre histoire complexe. Quoi qu'il en soit, le fait est qu'après cette attaque, dans laquelle les Russes pensent que les Américains étaient impliqués, une attaque qui viole les termes du traité START, il devient de plus en plus improbable que les Russes acceptent de renouveler le traité START lorsqu'il expirera à la fin de cette année. Les Américains sont donc complètement passés à côté de cela. Ensuite, plusieurs généraux américains à la retraite, comme Michael Flynn et Blaine Holt, ont souligné ce point. Et Trump, à ce moment-là, comme il le fait souvent, a pris peur. Il a téléphoné à Poutine et a dit « Écoutez, je n'étais pas impliqué. Je n'ai rien à voir avec ça. Je n'en savais rien. Personne aux États-Unis n'en savait rien. » C'étaient ces gens fous en Ukraine. Et les Russes n'ont pas publié de compte-rendu, ce qui est en soi intéressant. Mais l'assistant de Poutine, Yuri Ushakov, a donné un compte-rendu de l'appel. Mon impression, après avoir lu le récit d'Ushakov, et je connais très bien les comptes-rendus russes, je suis bien plus familier avec ceci qu'avec les comptes-rendus chinois, c'est que Poutine a écouté Trump dans un silence glacial. Je pense que c'est ce qui s'est réellement passé. Il a écouté ce que Trump avait à dire. Il a entendu les dénégations de Trump, selon lesquelles les Américains n'étaient pas impliqués. Mais il est clair qu'ils n'y croient pas. Si vous regardez les médias russes, eux non plus n'y croient manifestement pas. Ils sont absolument furieux. Je pense qu'ils sont furieux contre les Américains à plusieurs niveaux d'ailleurs. Et les Russes ont dit, écoutez, nous allons riposter. Nous n'allons peut-être pas riposter de la manière que vous redoutez. Mais ils n'ont pris aucun engagement concernant le traité START, ce qui inquiétait vraiment les Américains. Donc je pense que c'est ce qui s'est réellement passé. Maintenant, la seule chose qui ressort de tout cela, c'est que les Américains semblent être très agacés, probablement contre eux-mêmes, mais aussi contre les Ukrainiens, pour avoir fait toutes ces choses. Et ils disent à nouveau qu'ils se retirent de la guerre et qu'ils donnent le feu vert aux Russes. Et bien sûr, ils ne vont pas de l'avant avec les sanctions insensées de Lindsey Graham et toutes ces choses-là. Cela donne donc aux Russes l'opportunité de continuer ce qu'ils font et de gagner la guerre en Ukraine. Quant aux Ukrainiens, la raison pour laquelle ils ne sont pas prêts à accepter ces 6000 soldats morts, ce qui est choquant, vraiment, c'est très grave, c'est profondément choquant, c'est d'abord que l'argent joue un rôle important. Apparemment, indemniser toutes les familles des soldats morts représenterait environ 10%. Ces 6000 soldats représenteraient environ 10% du budget de la défense.
ce qui est inabordable étant donné que l'Ukraine connaît déjà un énorme déficit budgétaire et dépend de financements extérieurs. Mais il y a autre chose. Cela reviendrait, bien sûr, à admettre que les pertes ukrainiennes sont bien plus élevées que ce que le gouvernement ukrainien veut reconnaître. L'un des aspects que les médias internationaux ne relaient pas, mais qui est discuté en Russie, c'est qu'il semble que ces 6000 corps sans vie étaient des soldats ukrainiens rassemblés en un lieu précis, à savoir Kursk. Il ne s'agit donc pas de corps de soldats provenant de l'ensemble de la ligne de front. Eh bien, mais s'ils refusent, n'est-ce pas un aveu que la situation est pire qu'ils ne l'ont reconnu et qu'ils ne veulent pas payer? Je veux dire, dans tous les cas, cela ne donne pas une bonne image de l'Ukraine. Non, cela ne leur donne pas une bonne image. Mais, vous savez, ils inventent toutes sortes d'histoires. Ils disent on ne sait pas vraiment qui sont ces gens. Vous savez, les Russes n'ont pas fourni tous les détails d'identité. Peut-être qu'ils ne sont même pas ukrainiens. Je veux dire, vous voyez, ils font tout cela. Alors que s'ils recevaient ces corps, vous savez, les tests ADN habituels étaient effectués et qu'ils étaient identifiés. Ce qui serait le cas, puisque des organismes extérieurs comme la Croix-Rouge seraient vraisemblablement impliqués. Il serait alors plus difficile de nier la vérité. C'est une histoire vraiment sordide, en fait. Et cela ne donne pas du tout une bonne impression en Ukraine, d'après ce que j'en comprends. Oui, maintenant, une chose à laquelle Trump excelle, c'est de se disputer avec tout le monde. L'une des personnes avec qui il s'est disputé, c'est l'université de Harvard. Je suis un peu curieux de savoir ce que tu en penses, parce que, tu sais, ta femme est universitaire et mon mari l'est aussi, donc je fais attention à ce genre de choses. Concernant Harvard, je veux juste te faire part de mes propres sentiments, d'accord? Si on regarde simplement les chiffres, le budget de l'université de Harvard, et c'est une université privée, et elle dispose d'une énorme dotation. Et pourtant, chaque année, maintenant, Trump, je crois que la dernière fois, il a débloqué ces 2,2 milliards de dollars pour Harvard. Le budget d'une université publique de taille similaire se situe entre 300 et 700 millions de dollars, ce qui signifie que le coût de fonctionnement de Harvard est au moins 3 fois supérieur. Cela dépend, car les études de lettres coûtent moins cher que, vous savez, les universités scientifiques et technologiques. Quoi qu'il en soit, Harvard, et pas seulement Harvard, mais les universités de l'Ivy League en général, coûtent bien plus cher à faire fonctionner qu'une université publique. Et puis, quel genre de personnes forment-ils? Vraiment, honnêtement. Donc, je n'ai pas vraiment de peine pour Harvard sur ce point. Et toi, qu'en penses-tu? Non, exactement la même chose. Je veux dire, je devrais préciser. Vous savez, j'étais récemment en Géorgie et j'ai rencontré des gens de Tufts, qui est une autre université prestigieuse. Et d'ailleurs, ils étaient je pense qu'ils comprenaient qu'ils n'allaient pas être très populaires auprès des gens aux États-Unis et qu'ils allaient avoir beaucoup de mal à justifier leur financement. Comme vous le dites à juste titre, ce sont les institutions éducatives les plus riches du monde. Je pense que la dotation de Harvard est énorme. Je n'étais même pas au courant qu'elle recevait des fonds publics, encore moins à une telle échelle. Cela m'a semblé complètement absurde. Et logiquement, c'est une énorme mauvaise allocation des ressources. Il y a plein d'autres domaines qui ont bien plus besoin de cet argent. Et encore une fois, c'est ce qui se passe. Ce n'est pas seulement les États-Unis, c'est l'élite qui prend soin d'elle-même, tout simplement. Je veux dire les riches qui envoient leurs enfants à Harvard, Yale, Princeton, Columbia et tous les autres s'assurent que ces établissements continuent de recevoir tout l'argent dont ils ont non seulement besoin, mais aussi
envie. Ensuite, ils en sortent avec leurs diplômes et qualifications prestigieux, qui, objectivement, ne sont peut-être pas bien meilleurs que ceux délivrés par des institutions bien moins chères. Mais ensuite, ils sont parachutés dans de grands cabinets d'avocats, des postes de direction importants, des postes influents au sein du gouvernement, ce genre de choses. Et comme je l'ai dit, c'est pareil pour Oxford et Cambridge, qui sont aussi des institutions riches. Elles sont également extrêmement bien financées. Et je suis sûr que c'est la même chose dans d'autres endroits du monde. Les États-Unis ont complètement gâché leur système éducatif, il faut le dire. Au début du XXe siècle, je crois pouvoir dire qu'il s'agissait de la société la mieux éduquée au monde. Je veux dire, il y avait des écoles, les lycées aux États-Unis étaient bien meilleurs qu'en Europe. Et maintenant, ils sont probablement bien pires qu'en Europe. Le système universitaire aux États-Unis était considéré comme excellent. Ils avaient des écoles d'ingénierie et de sciences brillantes. Ils disposaient également d'écoles professionnelles très solides, surtout au niveau tertiaire. L'université où travaille ma femme y est enseignante-chercheuse, est une ancienne école professionnelle américaine, même si cela fait longtemps qu'elle ne l'est plus. Quoi qu'il en soit, ils avaient un système éducatif très complet, très bien organisé, très bien géré, fonctionnant au plus haut niveau. Et ils l'ont complètement gâché. Ils l'ont gâché à cause de distorsions dans le financement. Ils ont appliqué des politiques très étranges. Ils sont obsédés par les STEM. La Chine n'est pas obsédée par les STEM. Elle fait simplement des STEM. C'est ça, la différence. Je veux dire, les Américains, et encore plus les Britanniques, veulent enrôler tout le monde dans les matières STEM, en négligeant et déséquilibrant toutes les autres. Au Royaume-Uni, tous les départements de littérature anglaise, par exemple, en dehors d'Oxford et de Cambridge, où, encore une fois, vont les élites, ferment parce que tout le monde doit faire du STEM, même ceux qui ne le souhaitent pas. Ils veulent donc rivaliser avec la Chine sur le terrain des STEM. Tout le monde le dit, d'ailleurs. Il faut concurrencer la Chine sur les STEM. La Chine produit 1,5 million de diplômés en STEM, donc nous devons faire pareil, ce qui est impossible. Et comme je l'ai dit, forcer les gens à faire du STEM alors qu'ils n'en ont pas envie, c'est stupide. Et de toute façon, vous ne le faites pas de la bonne manière, car la bonne façon de procéder, c'est de développer vos départements de mathématiques. Puis juste dire ceci. Il était une fois, et c'est encore quelque chose que je sais. Il y a 10 ou 15 ans, il y avait beaucoup d'étudiants chinois qui venaient à Cambridge et à Londres, ou plutôt en Grande-Bretagne, pour étudier les mathématiques. Et à l'époque, on entendait des gens dire, en Grande-Bretagne, « Eh bien, ce sont vraiment d'excellents étudiants. Mais la formation chinoise en mathématiques a ces rigidités que nous n'avons pas en Grande-Bretagne. » Plus personne ne dit cela aujourd'hui. Désormais, il est reconnu qu'en fait, ce n'est plus vrai. En fait, le nombre d'étudiants chinois venant à Cambridge pour étudier les mathématiques diminue parce qu'ils réussissent mieux en Chine. C'est ainsi que l'on construit tout cela. Mais de toute façon, les Américains qui avaient d'excellentes écoles de sciences, d'ingénierie et de formation professionnelle ont tout déséquilibré. Et ils ont lancé. Et encore une fois, puisque ma femme et ton mari sont sans doute familiers avec tout cela, tu sais à quel point c'est incroyablement compliqué et à quel point ça peut devenir pesant. Donc je veux dire, ils ont fait tout cela eux-mêmes et ils ont pris un système éducatif superbe qu'ils avaient autrefois et ils l'ont détruit. Et puis, il y a seulement quelques jours, les 7, 8 et 9 juin, il y a eu le Gaokao, vous savez, l'examen d'entrée à l'université en Chine. C'est un événement très important chaque année parce que pour la plupart des gens, c'est le moyen d'entrer dans une bonne université et de changer sa vie.
On peut venir d'un milieu assez modeste et si on réussit, on peut changer sa vie. C'est donc quelque chose de majeur. Et vous savez, chaque année à cette période, je pense à la façon dont des universités comme Harvard rendent le processus de candidature inutilement compliqué. N'est-ce pas? Ils veulent que vous écriviez un essai sur vous-même. Je veux dire, un jeune de 17 ans, qu'attendons de cette personne? Qu'a-t-il vraiment à raconter? Tout cela est de la poudre aux yeux, de toute façon. Je veux dire, c'est quelque chose dont je peux parler en connaissance de cause. Parce que qu'en réalité, évidemment, ils reçoivent toutes ces dissertations et sans aucun doute, ils les lisent. Mais en fait, c'est pas sur ce critère que l'on décide qui ira à Harvard. Je veux dire, il n'y a aucun doute que quelqu'un qui n'aurait pas forcément eu sa place à Harvard peut écrire une dissertation absolument brillante. Et cette personne ira à Harvard. Mais, en général, ce n'est jamais le vrai critère qui est suivi. Ils regardent d'autres choses, et nous le savons tous. Donc encore une fois, je peux dire que c'est une arnaque, oui, pour ceux qui doivent se donner la peine d'écrire ces choses. Comme tu le dis très justement, en Chine, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Mais la Chine et le peuple chinois n'ont pas besoin d'être incités à étudier, car la Chine a toujours pris l'éducation extrêmement au sérieux tout au long de sa très longue histoire. Je veux dire, il faut se rappeler que la Chine a été le pays qui a inventé l'idée des examens et du système d'examen, alors qu'en Grande-Bretagne et aux États-Unis, il existe une tradition très très forte d'anti-intellectualisme, que je pense que les Chinois trouveraient incompréhensible. L'idée que l'ignorance est en quelque sorte une bonne chose, et qu'il est bien d'être grossier et de ne pas s'intéresser aux choses. Je pense qu'en Chine, personne ne pourrait comprendre cela, ne serait capable de comprendre cela, car c'est tellement contraire à la civilisation. Une autre chose, c'est que, peut-être est-ce une coïncidence, mais il est intéressant de noter que récemment, au Japon, le gouvernement a collaboré avec la ville de Shimonoseki pour exposer les copies originales du traité de Shimonoseki. Et comme vous le savez, la Chine a subi ces 24 traités inéquitables et injustes, dont l'un était celui avec le Japon. À peu près à la même période, le British Museum, sous le thème « L'histoire cachée de la Chine », a également exposé la copie originale du traité de Nankin. Cela a suscité beaucoup d'attention en Chine. Les gens se demandaient « Pourquoi font-ils cela? Veulent-ils nous rappeler nos humiliations passées ou cherchent-ils simplement à se sentir bien eux-mêmes qu'autrefois, ils étaient puissants, qu'ils pouvaient conquérir et coloniser la Chine? Qu'en pensez-vous? Pourquoi font-ils cela? Eh bien, c'est très intéressant. Et vous avez mentionné l'histoire cachée de la Chine, car bien sûr, cette exposition a été très discrète en Grande-Bretagne. Elle n'a pas été très largement médiatisée. Je n'en avais pas entendu parler. Mais bon, il est vrai que j'étais absent. Pourtant, je pense absolument qu'elle vise en partie à rappeler à la Chine qu'il y a eu une époque où nous étions forts et eux faibles, et que cela pourrait se reproduire. Mais je crois que c'est encore plus une question de nous redonner confiance en nous-mêmes, de dire « les Chinois peuvent être vaincus ». Nous les avons battus par le passé. Nous pouvons les battre à nouveau. Au fond, tout tourne autour de cela. Je dois dire, étant donné à quel point cette période a été horrible, étant donné à quel point c'était une partie laide, très laide, de notre histoire en Grande-Bretagne, que nous voulions attirer l'attention dessus de cette manière, me semble vraiment, vraiment surprenant. Je pense que si l'on veut commémorer cette période de l'histoire, il faut absolument le faire. Et je pense que les Britanniques devraient être mieux informés. En fait, ils devraient vraiment être bien mieux informés à ce sujet. Mais je m'y prendrais d'une manière complètement différente. Et je chercherai évidemment une contribution chinoise, en amenant la Chine à coopérer et à travailler avec la Grande-Bretagne sur cette exposition,
afin que les Britanniques soient pleinement informés de ce que toutes ces actions ont signifié pour la Chine, tout simplement. En réalité, les discussions sur les réseaux sociaux chinois parmi les internautes montrent que la Chine n'a jamais eu peur qu'on lui rappelle qu'elle a été pauvre, faible et en retard par le passé. Ce que la Chine craint, c'est que cette partie de son histoire soit oubliée par les générations futures. Donc, en fait, c'est une bonne chose que vous continuiez à nous rappeler qu'à un moment donné, la Chine était pauvre et faible et que cela s'est réellement produit. C'est pour cela que nous pouvons l'histoire là, c'est ouest pour la terre. Donc, afin d'éviter que cela ne se reproduise, la Chine doit continuer à travailler dur, à étudier avec assiduité et se rappeler que c'est ce qu'on attend d'elle. C'est ce que l'on attend en particulier des jeunes. C'est donc une mentalité très différente, je suppose. Si leur objectif est de... Eh bien, les Indiens ont aussi montré certaines images datant, je crois, de la fin de la dynastie Qing, où des soldats indiens étaient venus en Chine avec les Britanniques Et ils étaient gardiens de prison ou quelque chose comme ça. Ils gardaient donc des prisonniers. C'est une image assez humiliante. Je peux en fait discuter de la seconde partie parce que je la connais. Je veux dire, il y avait des troupes indiennes, des troupes de l'armée indienne britannique, qui ont été déployées en Chine, à Pékin, dans les années 1900, au moment du soulèvement des hommes au point juste, ou quelque chose comme ça. L'Occident les appelle les boxers, exactement. Donc c'est probablement de cela qu'il s'agit. Ce qui est intéressant, l'Inde célèbre une entreprise coloniale britannique. Cela ne semble pas avoir beaucoup de sens, vraiment pas à mes yeux. L'idée, absolument, je suis d'accord. Je ne pense pas que le peuple chinois, loin d'être embarrassé par cet épisode. Comme vous l'avez tout à fait justement dit, je pense que pour le peuple chinois, c'est un souvenir très très vif. Je ne pense pas que cela ait jamais été oublié. Je ne pense pas que cela le sera un jour en Chine. La Chine n'oublie jamais son histoire. C'est un autre point à souligner. Je veux dire, c'est la nation la plus attachée à l'histoire au monde. C'est un pays qui prend l'histoire extrêmement au sérieux. Donc absolument, ils ne veulent pas qu'on leur rappelle cela. S'ils voient que d'autres ravivent leurs propres récits à ce sujet, alors je pense que c'est important pour la Chine, car cela leur en dit long sur ces autres peuples. Mais je ne pense pas que la Chine oubliera jamais cela. Je veux dire, ils se souviennent de tant de choses de leur histoire, et c'est tellement important pour eux. Ici d'ailleurs, il y a une différence avec l'Inde. L'Inde n'a pas de récit historique très clair sur elle-même. L'Inde, c'est avant tout la philosophie, les mathématiques et ce genre de choses, mais ils n'ont jamais développé une véritable histoire narrative. Donc il y a d'énormes incertitudes concernant les dates. Je le sais parce que j'ai étudié l'histoire de l'Inde à une époque. Donc, par exemple, pour des dynasties entières, il y a de l'incertitude. Il peut y avoir des écarts de plusieurs centaines d'années entre les spécialistes sur la période à laquelle rattacher telle ou telle dynastie indienne. La Chine, ce n'est pas du tout comme ça. On peut savoir ce qui se passait à la cour de l'empereur, parfois à un jour précis, il y a 800 ans. Et je crois comprendre que les archives régionales de l'époque de la dynastie Ming sont presque aussi complètes. Oui, il y a beaucoup de musées régionaux. Et c'est beaucoup de... Oui. Et je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il serait bien que la Grande-Bretagne, si le British Museum souhaite exposer quelque chose en lien avec l'histoire chinoise, implique la Chine. Ce serait une bonne chose. Vous savez, que les deux parties fassent quelque chose ensemble pour s'en souvenir. Pratiquement personne que je connais en Grande-Bretagne n'est au courant de cela. Je veux dire, les Britanniques sont complètement ignorants. Pas complètement,
mais ils sont massivement ignorants de toute cette histoire. D'ailleurs, à environ 5 minutes à pied de chez moi, il y a un cimetière, et à l'intérieur se trouve un monument qui commémore un journaliste du London Times qui est allé en Chine avec l'expédition d'Elgin en 1860, lorsque le palais de l'empereur a été incendié. Donc vous voyez, on peut trouver des monuments et des vestiges de tout cela partout en Grande-Bretagne. Et comme je l'ai déjà dit, les demeures et palais britanniques regorgent de porcelaine chinoise qui ont été pillées en Chine lors de toutes ces différentes expéditions. Mais la mémoire historique de tous ces événements n'existe pas en Grande-Bretagne. Disons-le, l'histoire cachée de la Chine, tout est vrai. C'est notre histoire cachée. C'est vrai. D'accord. Sur ce, reparlons-en la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.